Allez, on écoute bien. Vénus a plus de volcans que n'importe quelle planète du système solaire, plus de 1600. Et un jour sur Vénus, mesuré par le temps que la planète prend pour tourner une fois sur son axe, prend plus de temps qu'il n'en faut pour faire le tour du Soleil. Waouh! Et ça, ce n'est que lundi. Un effet de serre extrême réchauffe la surface de la planète jusqu'à 465 degrés Celsius, suffisamment chaud pour faire fondre du plomb. Là-bas, les vents atteignent la vitesse de 720 km/h dans la couche médiane de nuages, soit plus vite que les tornades les plus rapides de notre planète. À la surface de Vénus, la pression est 90 fois plus élevée qu'au niveau de la mer sur Terre. Mais ça me paraît être un endroit génial pour passer des vacances reposantes, hein? Et récemment, cet endroit incroyable est devenu encore plus intrigant. Dans l'atmosphère toxique de Vénus, il y a quelque chose qui pourrait révéler l'existence de la vie. Malheureusement, les scientifiques n'ont pas eu l'opportunité de récolter des spécimens de microbes ni de prendre des photos de la vie extraterrestre. Mais ils ont découvert un élément chimique appelé phosphine et ce n'est pas rien. Si ce n'est pas un élément chimique précédemment inconnu qui produit ce gaz, alors il doit y avoir une sorte de vie microbienne impliquée dans le processus. La phosphine est composée de 3 atomes d'hydrogène et d'1 atome de phosphore. Ce gaz est toxique pour n'importe quelle forme de vie qui nécessiterait de l'oxygène, dont nous autres, humains. Sur notre planète, la phosphine se trouve dans des endroits avec très peu, voire pas d'oxygène. Par exemple, les marais et les marécages. Ce gaz est créé par des mélanges complexes de bactéries qui vivent là. Il peut être aussi produit industriellement. Le plus étrange dans tout cela, c'est que la phosphine n'est pas supposée se trouver dans l'atmosphère de Vénus. Ce gaz a besoin d'une pression et d'une température précises, ainsi que de tonnes d'hydrogène pour se former. Il ne serait pas surprenant de le trouver sur Saturne ou Jupiter, les fameuses géantes gazeuses. Mais sur Vénus, totalement inattendu. Il n'est pas possible que la phosphine soit produite naturellement sur cette planète. De petites quantités peuvent être créées lors d'éruptions volcaniques, d'orages électriques, d'explosions de minéraux à la surface, ou lorsque des météorites entrent dans l'atmosphère de Vénus. Mais c'est loin d'être suffisant pour expliquer ce que les astronomes ont observé. Cela n'expliquerait en effet qu'un 10 millième de la phosphine observée au télescope. Mais reprenons depuis le début. En 2017, un groupe de scientifiques dirigé par Jane Greaves de l'université de Cardiff a commencé à utiliser le radiotélescope de James Clerk Maxwell à Hawaï. L'idée principale étant de chercher de la phosphine, un gaz qui serait un signe de vie sur Vénus. Au retour des données, les chercheurs les ont analysées et ils ont été choqués. La présence de phosphine était impressionnante. L'équipe a même regardé les résultats plusieurs fois. Elle voulait s'assurer qu'aucune autre substance n'imitait la présence du gaz de phosphine. Alors, est-ce que cela veut dire qu'il y a de la vie sur Vénus? Pas nécessairement. Si ce gaz est créé par de mystérieux organismes, la question est de savoir comment ils survivent sur Vénus. Sur notre planète, des microbes peuvent prospérer dans l'environnement avec une acidité de 5%, mais pas plus. Sur Vénus, cependant, les nuages sont presque entièrement faits d'acide. Et même s'il y a une température plutôt agréable de 30 degrés Celsius, ces nuages contiennent plus de 90% d'acide sulfurique. L'ADN, les acides aminés, les protéines, les composants de la vie sur Terre seraient dissous en un clin d'œil. La surface de la planète est trop chaude pour qu'une molécule complexe n'aboutisse à la vie. L'atmosphère de Vénus est aussi 50 fois plus sèche que l'endroit le plus aride de notre planète. Il existe une théorie selon laquelle les microbes pourraient se cacher dans les rares gouttelettes d'eau qui flottent dans l'atmosphère. Mais cela n'a pas encore été prouvé. Aujourd'hui, l'équipe demande plus de temps d'observation à l'aide du télescope. Les scientifiques vont chercher d'autres gaz associés à la vie. Mais même s'ils trouvent plus de preuves, les formes de vie sur Vénus seraient faites de composants absolument différents de ceux qu'on trouve sur Terre, où il pourrait être protégé par une coquille résistante à l'acide sulfurique. Elle peut être faite de substances telles que le soufre, la cire, le graphite ou de choses inimaginables. Bien sûr, certains experts se demandent si la vie est bien possible sur Vénus. Ils pensent que le gaz pourrait être produit lors de processus géologiques ou atmosphériques qui ont lieu sur la planète. Mais les partisans des deux théories s'accordent sur une chose, la découverte est extraordinaire. Curieusement, les astronomes ont toujours tenté de découvrir des signes de vie sur les lunes gelées des planètes géantes, voire même plus près, sur Mars. Mais ils n'ont jamais pensé à Vénus. Si les futures observations du télescope et les prochaines missions spatiales confirment que la phosphine est produite par des organismes vivants, nous aurons une excellente surprise.
Alors on connaîtrait une planète avec une biosphère qui pourrait nous accueillir. Et cette planète serait tout près de la Terre. En parlant de visiter Vénus, néanmoins, serait-il possible pour l'homme d'atterrir sur cette planète? Après tout, les robots atterrissent bien à la surface de Mars. Et Vénus est plus près de la Terre que Mars. Mais elle a aussi des conditions plus difficiles. La planète est plus chaude que Mercure, même si Vénus est presque 2 fois plus éloignée du Soleil. Les températures sont plus chaudes que le point de fusion de n'importe quel métal. Et certains, comme le plomb ou le bismuth, tombent un peu comme de la neige sur les pics des plus hautes montagnes. Si tu atterris sur cette planète, tu ne trouverais rien que de la roche stérile. Les plaines géantes de basalte regorgent de volcans et de montagnes. Dans certains endroits, la surface fond à cause de la chaleur qui se trouve dessous. Après en avoir relâché un peu, la roche se solidifie à nouveau. Si l'on se rend un jour sur cette planète, il faudra probablement construire une ville flottante dans les nuages de l'atmosphère de Vénus. À environ 50 km de la surface, les conditions, comme la pression et la gravité, sont similaires à celles de la Terre. La température est plutôt gérable aussi, environ 75 degrés Celsius. Il faut s'imaginer la vallée de la mort en Californie lors d'une journée très chaude. La pression atmosphérique est 2 fois moins importante que celle que nous avons au niveau de la mer chez nous. Si tu vas dehors, tu peux t'en sortir sans combinaison pressurisée. La pression que tu ressentirais serait la même qu'en haut du mont Kilimandjaro. De plus, cette colonie serait mieux protégée des rayons du soleil que sur Mars. Si l'atmosphère était la destination finale de la mission, faire atterrir un vaisseau spatial, ou plutôt le faire planer dans l'air, serait tout à fait différent. L'idée est d'utiliser un dirigeable dans la strate haute de l'atmosphère durant de longues périodes. Le dirigeable, enrobé d'une enveloppe protectrice, entrerait dans l'atmosphère de la planète à la vitesse de 7 km par seconde. En quelques 7 minutes, la vitesse retomberait à 0,45 km par seconde. Ensuite, un énorme parachute s'ouvrirait. Cela ralentirait encore plus le vaisseau. Et alors, les choses deviendraient encore plus trépidantes. L'enveloppe protectrice, dont on n'aurait plus besoin, disparaîtrait. Le ballon se gonflerait tout seul, en poursuivant sa course vers la surface de la planète. Sa vitesse serait alors de 100 mètres par seconde. Bientôt, on n'aurait plus besoin de parachute. L'équipage s'en débarrasserait et le vaisseau se remplirait complètement d'air. Si tout se déroulait comme prévu, il s'arrêterait à 48 km au-dessus de la surface de Vénus. Ensuite, le dirigeable voyagerait autour de la planète. Il se déplacerait grâce au vent qui pourrait atteindre 350 km/h au-dessus de la strate supérieure des nuages. Si tu décidais de t'approcher de la surface, cependant, tu devrais être très précautionneux. Au milieu de la couche du nuage, le vent peut être 2 fois plus puissant. Le dirigeable pourrait se remplir d'un mélange respirable d'azote et d'oxygène. Cette combinaison serait moins dense que l'atmosphère de Vénus. Cela fournirait la flottabilité nécessaire au vaisseau. Tu sais, pour rester dans les airs. Vénus est connue pour ses nuages super denses. Ce sont eux qui la rendent si brillante et visible depuis la Terre. Vénus reflète plus de 75% de la lumière qui provient du Soleil. Cette couche de nuages réfléchissante existe grâce à la brume de gouttelettes d'acide sulfurique dans l'atmosphère. Et elle se rassemble exactement à la hauteur où le vaisseau flotterait. Heureusement, on sait déjà comment lutter contre l'acidité. Quelques matériaux, par exemple, le téflon et quelques types de plastique, ont une incroyable résistance à l'acide. Ils pourraient protéger l'extérieur du vaisseau. Alors, imaginons que tu aies besoin de travailler sur une plateforme à l'extérieur. Eh bien, tu serais capable de le faire en ne portant qu'une combinaison contre les produits chimiques et en apportant l'approvisionnement nécessaire en air. Waouh, ça a l'air amusant, non ? Ouais, moi non plus, je ne suis pas emballé. Dans notre système solaire, la plupart des planètes tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La plupart, mais pas Vénus. Cette planète rebelle a décidé d'aller dans le sens classique, et les scientifiques tentent encore de comprendre pourquoi. D'ailleurs, pourquoi les planètes tournent-elles ? Qu'est-ce qui définit leur vitesse de rotation ? Et le Soleil, tourne-t-il lui aussi ? Attache ta ceinture et essayons de répondre à ces questions. Vénus est la 2e planète à partir du Soleil et la plus chaude de notre système solaire. Savais-tu que Vénus est parfois appelée la jumelle de la Terre ? En effet, sa taille et sa composition sont similaires à celles de notre planète. Mais les ressemblances s'arrêtent là, car Vénus est un endroit assez déjanté, c'est le moins que l'on puisse dire. Par exemple, prenons le climat. Sur Vénus, il fait toujours chaud et il y a des nuages. Et quand je dis chaud, je n'exagère pas. Il y fait plus de 436 degrés. Et ces nuages ? Ils ne sont pas faits d'eau comme sur Terre. Ils sont faits d'acide sulfurique.
Alors effectivement, sur Vénus, mieux vaut ne pas sortir sans une excellente crème solaire. Si on regarde les photos prises depuis sa surface, on peut observer des nuages, d'un jaune toxique et des paysages craquelés et désolés. Il est à noter que le vaisseau spatial qui a pris ces photos s'est éteint presque immédiatement après les avoir envoyées. Pauvre petit. Mais la surface de Vénus n'est pas qu'une terre solide, sombre et plate. En fait, Vénus possède des montagnes plus hautes que le mont Everest. Mais elles ne sont pas faites de roches comme celles de la Terre. Elles sont constituées d'un matériau volcanique plus dense que la roche. Vénus est un endroit assez effrayant qui recèle de nombreux mystères. L'un d'entre eux intrigue les scientifiques depuis des années. Il s'agit donc de la rotation de la planète. La plupart des planètes de notre système solaire tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais Vénus n'est pas comme les autres. Elle tourne dans le bon sens. Et ce n'est pas tout. Elle tourne également autour du Soleil plus vite que sur elle-même. En d'autres termes, sur cette planète, une année passe plus vite qu'un jour. C'est un peu comme si Vénus avait choisi l'excentricité comme mission de vie. Mais pourquoi ? Les scientifiques ont quelques théories. Selon l'idée la plus répandue, avant, Vénus tournait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme les autres, mais quelque chose s'est produit qui l'a fait changer d'avis. Et de quoi s'agit-il, me diras-tu ? D'un objet de la taille d'une planète. Les astronomes pensent que quelque chose d'énorme est entré en collision avec Vénus, l'envoyant tournoyer dans le sens inverse. On peut imaginer cela comme un coup de billard cosmique. L'énorme objet mystérieux étant la boule de billard et Vénus la boule cible. Mais on ne peut pas dire que Vénus va dans le mauvais sens. Il n'existe pas de mauvais sens de rotation dans l'univers. C'est ce qu'on appelle la rotation rétrograde. C'est le cas lorsqu'une planète tourne dans le sens inverse de son orbite autour du Soleil. Vénus, par exemple, a une rotation rétrograde, ce qui signifie que le Soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est sur cette planète. Désormais, lorsque ton horoscope te dira « Mercure rétrograde », tu sauras de quoi il s'agit. Mais Vénus n'est pas la seule planète bizarre de notre système solaire. Il existe des rotations de planètes tout à fait farfelues. Par exemple, la plupart des planètes de notre système solaire tournent autour d'une ligne imaginaire appelée axe. Cet axe est généralement rectiligne par rapport à l'orbite de la planète autour du Soleil. Cependant, certaines planètes comme Uranus ont un axe incliné, ce qui signifie qu'il est presque sur le côté par rapport à son orbite. Cette inclinaison fait que les pôles de la planète sont quasiment sur le même plan que leur orbite. Résultat, à mesure que la planète tourne autour du Soleil, différentes parties reçoivent différentes quantités de lumière solaire, ce qui entraîne des variations saisonnières extrêmes. Par exemple, un pôle peut être exposé en permanence à la lumière du Soleil, tandis que l'autre sera plongé dans l'obscurité totale pendant une longue période. Uranus est la seule planète de notre système solaire à tourner sur elle-même. Les scientifiques pensent qu'elle aurait pu reproduire l'histoire de Vénus. Il fut un temps où un impact important a fait basculer Uranus hors de son axe de rotation d'origine, lui faisant prendre un angle de 98 degrés. Nous devrions être reconnaissants à Jupiter. Sa folle gravité attire tous les astéroïdes et nous protège de telles collisions. Tout ceci est quelque peu similaire à ce que l'on nomme les planètes en rotation synchronisée par effet de marée. Oui, c'est un peu long. Imaginons que tu aies un rendez-vous avec une planète, mais qu'au lieu d'être charmante et mystérieuse comme tu l'espérais, elle se contente de te fixer avec le même visage toute la nuit. C'est en gros ce qui se passe avec ces planètes-là. Elles tournent autour de leur axe à la même vitesse qu'elles tournent autour de leur étoile. Cela signifie que le même côté de la planète fait toujours face à l'étoile, tandis que l'autre côté est en permanence dans l'obscurité. Ce phénomène peut avoir des effets étranges sur le climat et les conditions météorologiques de la planète. Le côté qui fait face à l'étoile peut devenir extrêmement chaud, tandis que l'autre peut être incroyablement froid. L'atmosphère de la planète peut également devenir très instable, avec des vents violents soufflant du côté chaud vers le côté froid. Et il n'y a pas que les planètes qui sont concernées. Notre Lune fonctionne aussi de cette manière. Savais-tu que nous ne voyons toujours qu'un seul côté de la Lune ? C'est parce qu'elle est verrouillée par la Terre. Nous pouvons également prendre l'exemple de la planète naine Pluton. Elle a une étrange trajectoire de rotation avec sa plus grande lune, Charon. Elles sont verrouillées elles aussi, ce qui signifie qu'elles se font toujours face du même côté.
Par conséquent, Pluton et Charon semblent valser autour d'un centre de gravité commun, créant ainsi une danse unique dans l'espace. Mais les bizarreries de notre système solaire ne s'arrêtent pas là. Il existe aussi des planètes dont la rotation est ultra rapide. Alors que la plupart des planètes tournent à un rythme plutôt tranquille, certaines d'entre elles sont d'une rapidité digne de Sonic. Jupiter, par exemple, tourne une fois toutes les 9h56, ce qui signifie que sa journée dure moins de 10 heures. C'est assez rapide pour que la planète soit bombée au niveau de son équateur. De plus, cette rotation rapide crée de fortes rafales de vent qui peuvent atteindre une vitesse de 643 km/h. Et si tout cela reste encore logique, que dire alors des rotations chaotiques ? Et oui, certaines planètes ont une rotation tellement irrégulière et imprévisible qu'on parle de rotation chaotique. Ce phénomène est souvent dû à l'influence gravitationnelle de lunes ou d'autres planètes proches. C'est surtout le cas des lunes et des petits objets de ce type. Dans notre système solaire, certaines lunes de Pluton, Saturne et Neptune présentent cette caractéristique. Au fait, le Soleil est en rotation lui aussi, tout comme les planètes. Cependant, son mouvement n'est pas homogène. L'équateur tourne plus vite que les pôles. C'est un peu bizarre, non ? Ce phénomène crée un champ magnétique qui est à l'origine de phénomènes tels que les taches et les éruptions solaires. Mais tout cela soulève un point intéressant. En fait, pourquoi les planètes tournent-elles ? Cette question peut sembler idiote. Mais est-ce que tu peux y répondre ? La solution est sans doute un peu plus compliquée que tu ne l'imagines. Tout a commencé il y a environ 4,5 milliards d'années avec la formation de notre système solaire. À l'origine, il s'agissait d'un vaste nuage de gaz et de poussière. Lorsque le nuage a commencé à se contracter sous l'effet de sa propre gravité, il s'est mis à tourner de plus en plus vite, comme une toupie. Ce mouvement de rotation a entraîné l'aplatissement du nuage qui a pris la forme d'un disque. Au fur et à mesure que le nuage se contractait, le centre devenait plus dense et plus chaud, ce qui a fini par former le Soleil. Pendant ce temps, la matière contenue dans le disque a commencé à s'agglutiner et à former des planètes. Mais comme le disque tournait déjà, les planètes ont hérité de ce mouvement de rotation au fur et à mesure de leur formation. En d'autres termes, les planètes tournent par inertie. Elles ont hérité du mouvement de rotation du nuage de gaz et de poussière à partir duquel elles se sont formées. C'est ce que l'on appelle la conservation du moment angulaire. C'est le même principe qui fait que les patineurs sur glace tournent plus vite lorsqu'ils rentrent les bras. Voilà qui conclut en beauté la présentation de l'univers loufoque de la rotation des planètes. De la rotation fulgurante de Jupiter à l'étrange rotation à l'envers de Vénus, il est clair que notre système solaire est rempli de surprises. Mais grâce aux lois de la physique et à l'attraction gravitationnelle du Soleil, ces planètes continuent de tourner suivant le rythme régulier du cosmos. On y reviendra. En 2020, les scientifiques ont étudié la surface de Vénus. Cette planète a une atmosphère similaire à celle de la Terre. C'est pourquoi elle est si intéressante. Au fil des recherches, on a découvert qu'il y avait de la phosphine dans les gaz environnants de cette planète. Cette substance présente des composés organiques phosphoreux avec une combinaison de carbone ou d'hydrogène. C'est une découverte importante car la phosphine toxine incolore peut avoir une origine biologique. Sur Vénus, l'activité volcanique récente pourrait être une raison de l'application de ce gaz. Mais il est aussi possible que des bactéries y vivent vraiment. Passons maintenant de Vénus à la Terre, aux îles Falkland précisément. De magnifiques manchots papous vivent ici. Les scientifiques ont prélevé des échantillons d'excréments des manchots pour les étudier. En laboratoire, ils ont analysé les déjections des papous et y ont trouvé de la phosphine. Cette découverte a choqué la communauté scientifique. Comment cette substance qui existe à 61 millions de kilomètres de nous s'est-elle retrouvée dans les manchots ? C'est difficile à imaginer. Mais si ces oiseaux inhabituels nous venaient directement de Vénus, s'ils lèvent si souvent la tête, c'est peut-être pour regarder leur lointaine maison dans le ciel étoilé. Les manchots font partie des rares oiseaux qui peuvent transformer l'eau salée en eau douce à l'intérieur de leur corps. Il y a des glandes uniques à côté de leurs yeux qui fonctionnent comme des puissants reins. Elles permettent aux manchots d'éliminer le sel de leur sang. Alors peut-être que cette même glande pourrait les aider à survivre sur Vénus. Les manchots ne peuvent pas voler sur notre planète, mais l'atmosphère de Vénus est parfaite pour leur vol. Il est possible que des millions de manchots volent sur Vénus en ce moment même. Nous ne pouvons simplement pas les voir à cause des gaz qui recouvrent la planète. Bien sûr, il est peu probable que cette théorie trouve une confirmation.
les manchots seraient difficilement capables de survivre dans l'atmosphère de Vénus, qui est composée à 96% de dioxyde de carbone. Il y a aussi une petite quantité de nuages d'acide sulfurique sur cette planète, mais les scientifiques ne savent toujours pas comment le corps de ces oiseaux peut produire de la phosphine. Ils prévoient de mener une étude approfondie et d'observer le comportement des manchots papous. Ils doivent savoir ce que les oiseaux mangent, quel genre de mode de vie ils mènent, et bien plus encore. Les manchots ne peuvent pas voler sur notre planète, mais l'atmosphère de Vénus est parfaite pour leur vol. Après ces recherches, les scientifiques espèrent que la phosphine des manchots aidera à identifier de nombreux organismes différents vivant sur d'autres planètes. Il est possible qu'à l'intérieur des manchots, certaines bactéries anaérobiques produisent de la phosphine pour combattre d'autres microbes concurrents. On peut aussi trouver des traces de phosphine dans le limon des étangs sur notre planète. Dans un avenir proche, les scientifiques vont envoyer plusieurs sondes sur Vénus pour explorer l'atmosphère de la planète et trouver la source de cette phosphine. Il y a un autre animal qui pourrait bien venir d'une autre planète. Celui-ci vit dans les mers et les océans. En 2018, un article scientifique a été publié dans lequel un groupe de chercheurs a déclaré que les pieuvres n'étaient pas nées sur Terre et ils les ont qualifiées de créatures de l'espace. Il y a d'ailleurs plusieurs raisons de le penser. Selon l'une des hypothèses, des virus venus d'autres mondes sont tombés dans l'océan de la Terre et ont infecté les calmars et les crustacés. L'infection les a forcés à évoluer en pieuvres. Une autre théorie dit que les œufs de pieuvre ont été apportés sur notre planète par une météorite. Toutes ces versions sont apparues en raison du caractère unique de la pieuvre. Ces créatures marines sont étroitement liées aux escargots, aux mollusques et aux calmars, mais les pieuvres sont beaucoup plus intelligentes. Ce sont les invertébrés les plus intelligents de la planète. Leurs capacités intellectuelles sont également supérieures à celles de nombreux mammifères, et même à celles de certains mecs avec qui j'étais en classe. Ils ont l'un des systèmes nerveux les plus complexes de tous les organismes vivants. Les pieuvres ont un cerveau central dans leur corps et leurs tentacules sont dotés d'une connexion neuronale qui leur permet de penser séparément de l'esprit central. Leur vision est développée de telle manière que leurs yeux peuvent être comparés à l'objectif d'une caméra vidéo de pointe. Elles peuvent changer de couleur et de forme, se camoufler grâce à une combinaison de pigments de couleurs, de nerfs et de muscles. Mais le plus impressionnant, c'est leur intelligence. Elles peuvent se détendre et ne rien faire, être paresseuses et s'amuser. Aucune autre créature sur la planète n'a une apparence et un comportement aussi inhabituels. Mais la principale raison de les considérer comme des extraterrestres venus de l'espace est leur histoire évolutive. Pour tout animal vivant, on peut tracer les étapes de son évolution. Par exemple, les éléphants et les mammouths descendent d'un ancêtre commun de la famille des éléphants, qui s'est éteint il y a 5 à 6 millions d'années. Si tu remontes encore plus loin dans le passé, tu vois que presque tous les mammifères descendent de reptiles semblables à ces animaux. Presque chaque animal descend d'une branche de l'évolution qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Chaque espèce évolue sur des millions d'années. Mais les pieuvres n'ont pas une telle branche. Elles sont soudainement apparues sur l'arbre généalogique. Du point de vue de l'évolution, les calmars auraient dû évoluer en pieuvres pendant des millions d'années. Mais les scientifiques ne parviennent pas à retracer l'évolution des pieuvres avec leur intelligence, leurs tentacules et leur capacité à se camoufler. Le génome de la pieuvre ne ressemble à aucun autre génome de la planète. Si l'origine extra-atmosphérique des pieuvres s'avère réelle, cela pourrait confirmer une théorie opposée à l'évolution de Darwin. Selon cette théorie, les organismes vivants ou leurs embryons ont été amenés sur Terre depuis l'extérieur sur des météorites. Mais pour l'instant, il n'y a aucune preuve pour soutenir cette théorie. Certains scientifiques pensent que les pieuvres se sont séparées de la lignée des calmars il y a environ 135 millions d'années. Mais cette théorie n'a pas été étayée non plus. Néanmoins, si les pieuvres nous sont arrivées de l'espace, comment est-il possible que des organismes vivants aient survécu à un voyage interstellaire ? En fait, ce n'est pas impossible. Il existe des créatures sur Terre qui peuvent survivre dans l'espace. Il s'agit des tardigrades ou oursons d'eau. Ce sont des invertébrés microscopiques à 8 pattes proches des arthropodes. Il te faut un microscope pour les distinguer. Mais même un microscope basique te permettra de les voir en détail. De l'extérieur, ils ressemblent un peu à des ours. On les surnomme oursons d'eau car ils ont une fine couche d'eau autour du corps pour éviter la déshydratation. Ces créatures ont été trouvées dans toutes sortes d'environnements, des profondeurs de l'océan aux chaudes dunes de sable. Ils sont incroyablement tenaces grâce à leur structure unique. Ils ont l'air mous, mais leur corps est recouvert d'une cuticule dure. Ce revêtement ressemble à l'exosquelette des sauterelles, des mantes et de nombreux autres insectes. Les oursons d'eau se débarrassent de l'ancienne couche de cuticule pour grandir. Chacune de leurs 8 pattes possède 4 à 6 griffes, ce qui les aide à s'accrocher à n'importe quelle surface. Les tardigrades ont réussi à survivre à une température de moins de 200 degrés. C'est presque 3 fois plus froid que la température de l'Antarctique. Les conditions chaudes ne sont pas non plus un problème pour eux. Ils ont survécu à une température de 148 degrés. Cela signifie qu'ils peuvent survivre dans l'eau bouillante.
Les oursons d'eau n'ont pas non plus peur des radiations ou des hautes pressions. Dans les profondeurs de l'océan, la pression peut déduire les alliages de métaux les plus robustes. L'ourson d'eau, quant à lui, peut résister à une pression 6 fois plus élevée. Mais le plus étonnant, c'est qu'ils peuvent survivre dans le vide de l'espace. Notre planète a un champ magnétique, c'est-à-dire un bouclier qui nous protège du rayonnement solaire. Les tardigrades ne se soucient pas de ces radiations. Ils peuvent aller en orbite terrestre basse et revenir indemnes. La force de leur organisme est assurée par une protéine qui protège leur ADN des rayonnements ionisants. Les tardigrades peuvent aussi tomber dans un état de cryptobiose. Si les conditions environnantes engendrent le gel, le dessèchement, le manque d'oxygène ou une surabondance de sel, le tardigrade rentre sa tête et ses jambes à l'intérieur de son corps et s'endort. Il peut rester sous la forme d'un tonneau immobile jusqu'à ce que les conditions qui l'entourent s'améliorent. L'état de cryptobiose lui permet de survivre sans eau ni nourriture pendant des décennies. En 2016, des scientifiques ont réussi à faire revivre 2 tardigrades qui dormaient depuis plus de 30 ans. Ces créatures ont survécu à 5 catastrophes naturelles mondiales. Elles sont apparues il y a environ 5 milliards d'années et il est possible qu'elles vivent encore autant de temps. Elles ne craignent aucune apocalypse. Des astéroïdes frappent notre planète, une supernova explose à proximité et ses radiations éclaboussent la Terre, une tempête de chaleur ou de glace mondiale se déclenche. Les humains et la plupart des créatures vivantes ne survivront peut-être pas à ces événements, mais les oursons d'eau, eux, le pourront. Ah, la Terre, le 3e rocher en partant du Soleil, la planète bleue. Tu as compris. Son atmosphère est composée d'environ 78% d'azote, 21% d'oxygène et d'1% d'argon, de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone, un équilibre agréable à respirer pour toute créature vivante. Le climat est également parfait pour l'existence de la vie, contrairement à des endroits comme Saturne, Mercure ou tout autre objet céleste de notre système solaire. C'est à la troposphère que nous devons tout cela. Il s'agit de la partie la plus dense de l'atmosphère de notre planète, d'une épaisseur de 8 à 14,5 km. C'est la couche de l'atmosphère qui affecte en permanence notre météo et qui assure les conditions nécessaires à la vie et à l'existence d'étendues d'eau. La Terre est tout simplement tranquille dans son orbite, à s'occuper de ses petites affaires en tournant autour du Soleil. Lorsque, bam, Vénus et Mars débarquent et gâchent la fête. Personne ne veut laisser cette pauvre Terre tranquille. Ces 2 objets célestes relativement grands qui se déplacent vers la Terre entraîneront des conséquences désastreuses pour notre planète, à commencer par des changements dans la trajectoire de son orbite. Les orbites des planètes dans le système solaire doivent maintenir un bon équilibre, afin que rien ne se détraque. Ainsi, si un objet de grande taille s'approche de la Terre, il fera dévier notre trajectoire orbitale. Les planètes tourneront les unes autour des autres, ce qui provoquera de nombreuses catastrophes naturelles. Cela affectera également le rythme de notre rotation, ce qui pourrait potentiellement la ralentir. Les jours ne s'écouleront plus comme avant, mais s'étireront. Les animaux qui dépendent de la lumière du jour devront réajuster leurs horloges biologiques. Les animaux nocturnes, pour leur part, devront également trouver un moyen de faire face aux longues nuits. Les humains se sont assez bien adaptés au rythme de 24 heures par jour. Le temps lui-même n'est qu'un concept humain servant à mesurer les choses. Nous aurons du mal à dormir et à nous adapter à des journées plus longues. Les animaux marins dépendent du flux naturel des courants pour migrer dans les océans. Avec Mars et Vénus qui s'invitent à la fête, ils devront probablement aussi trouver de nouveaux chemins. Les oiseaux qui migrent vers d'autres terres au cours de l'année seront aussi désorientés et ne sauront pas quoi faire. De manière générale, la température de la Terre augmentera et d'énormes vagues de chaleur, ainsi que des changements climatiques permanents auront lieu. Cela nous amène au problème suivant, la chaleur. L'augmentation radicale de la température transformera tout en un désert aride. Ce sera l'été toute l'année, sauf si Vénus est dans les parages. La majeure partie de la planète sera asséchée et ne sera plus propice aux cultures. Vénus est chaude. Je veux dire vraiment chaude. Même si ce n'est pas la planète la plus proche du Soleil, c'est quand même la plus chaude. Les températures sur Vénus sont proches des 480 degrés Celsius, ce qui te ferait fondre comme un glaçon. Les terres de Vénus sont généralement plates, probablement en raison des températures. Il fait surtout chaud parce que son atmosphère est épaisse et emprisonne les gaz dangereux à l'intérieur. Si Vénus se rapproche de nous, elle invitera ces gaz dans notre atmosphère et la menacera. Mars, ou la planète rouge telle que nous la connaissons, est très froide. Elle pourrait rester ainsi si elle commence à tourner autour de nous. Elle abrite par ailleurs le plus grand volcan dormant de notre système solaire, qui fait passer le mont Everest pour un ridicule grain de beauté.
Avec une si grande instabilité, il pourrait bien se réveiller un jour et cracher de la lave en fusion. Mars a une atmosphère très fine qui rend la planète glaciale. Sa gravité est assez similaire à la nôtre, mais elle est en fait très froide et possède des calottes glaciaires au niveau des pôles qui sont recouvertes de dioxyde de carbone. Il en va de même pour Mercure. On ne peut y rester que le temps de retenir sa respiration et seulement pendant la courte période de transition entre le lever et le coucher du Soleil. Les 3 planètes en orbite les unes autour des autres finiront par entrer en collision. C'est juste une question de temps. Et la Lune, qui traîne comme une mouche dans le décor, sera si insignifiante en comparaison que quelque chose finira par la faire dévier de sa trajectoire, à moins qu'une autre planète ne la capture dans son orbite. Ou, dans le pire des cas, elle entrera en collision avec l'une des 2 planètes intruses. La Terre connaîtra des raz-de-marée sans précédent. Les 2 nouvelles planètes qui tournent autour de la Terre provoqueront un déséquilibre majeur, qui rendra notre gravité incontrôlable. Chaque raz-de-marée sera plus grand que le précédent, lesquels finiront par recouvrir la terre ferme. De nombreuses petites îles éparpillées dans les océans seront complètement submergées. Les villes et autres villages côtiers deviendront l'habitat des poissons. Les pays plats, en général, auront besoin de bateaux pour s'y déplacer. Les barrages et les digues ne suffiront pas à empêcher l'eau d'entrer. Tout le monde devra migrer vers des terres plus élevées pour échapper aux inondations. Le climat étant de plus en plus chaud, les calottes polaires fondront comme de la crème glacée lors d'une journée d'été étouffante et contribueront à la montée des eaux. En quelques mois, l'Arctique tout entier sera complètement liquéfié. Mais attends, ce n'est que le début. La croûte terrestre s'usera en raison de l'instabilité de la surface de la Terre et des fluctuations de la gravité. Elle est probablement composée d'oxygène, ce qui signifie que nous marchons pratiquement sur l'air. Les tremblements de terre seront plus nombreux qu'auparavant et les volcans endormis sortiront de leur profond sommeil. Le ciel sera couvert de cendres, rendant les vols impossibles. Personne ne pourra plus voyager par la mer ou par les airs. L'importation et l'exportation ne seront plus qu'un lointain souvenir. Le climat général deviendra plus chaud, comme sur Vénus. Les 3 planètes en orbite les unes autour des autres et leurs énormes masses pourraient même, sans le vouloir, inviter d'autres planètes et corps célestes à se joindre à leur fête. Et si Jupiter décidait de se joindre à elle ? Jupiter est la plus grande planète de notre système solaire. Pour t'en donner une idée, la Terre serait comparable à un raisin si Jupiter avait la taille d'un ballon de basket. Elle possède également la plus grande tempête que nous puissions observer. Il s'agit de la Grande Tache Rouge, un endroit 2 fois plus grand que la Terre, où des tempêtes semblables à des ouragans se produisent depuis des centaines d'années. Lorsque tu auras fini de regarder cette vidéo, tu peux t'attendre à ce que la tempête soit toujours là. Comme cette planète est énorme, la gravité doit y être assez forte. Elle a aussi beaucoup de lunes, dont certaines d'entre elles sont comparables à notre petite Terre. Il n'y aura plus le moindre espace libre parmi les planètes. Les lunes de Jupiter seront déviées de leur trajectoire et se heurteront à d'autres planètes alentour. Certaines de ces lunes pourraient entrer en collision les unes avec les autres, provoquant le déferlement d'énormes débris un peu partout. La gravité du groupe de planètes attirera des comètes qui entreront dans l'atmosphère et risqueront de s'écraser sur nous. Les niveaux d'oxygène s'épuiseront et l'effritement de la croûte terrestre se poursuivra. La couche d'ozone sera de nouveau percée, ce qui provoquera l'entrée dans notre atmosphère d'une grande quantité de lumière ultraviolette. Nous ne pourrons pas mettre le nez dehors trop longtemps sans équipement de protection ni réservoir d'oxygène. Notre civilisation changera radicalement. Nous vivrons tous dans des conteneurs abrités, qui fourniront un air pur et des rayons de soleil filtrés. Les abris seront suffisamment robustes pour résister aux fréquents tremblements de terre. Nous ferons pousser suffisamment de cultures pour subvenir à nos besoins, du moins jusqu'à ce que nous quittions la Terre. Comme ce n'est qu'une question de temps avant que les planètes n'entrent en collision, l'étape suivante consisterait à créer de grandes fusées pour nous faire quitter la Terre. Avec Mars, Vénus et Jupiter qui tournent près de nous, ce ne sera pas facile. Tous ces débris spatiaux nous empêcheront de sortir de la zone spatiale. Le seul endroit sûr en dehors de cette région sera à plusieurs millions de kilomètres, où il n'existe que des planètes isolées. Elles pourraient, ou non, réunir les conditions nécessaires pour accueillir la vie, mais les humains devront disposer de la technologie nécessaire pour atterrir sur n'importe quelle planète, pourvue d'une gravité similaire, et y construire les abris adéquats. Au final, Mars, Vénus, la Terre et Jupiter entreront en collision les unes avec les autres et se briseront comme des œufs, comme une grosse omelette spatiale, sans oublier les lunes qui s'écraseront et se briseront dans le mélange. Mais nous serons déjà loin, très loin d'ici là, enfin, avec un peu de chance. Imagine un monde immobile et glacé.
Un monde ancien, vieux d'environ 4,5 milliards d'années. Les rayons du soleil le réchauffent à peine et il est recouvert d'une épaisse couche de glace. Ce monde est plus petit que notre Lune, mais un peu plus grand que Pluton. Il s'agit d'Europe et c'est le 6e satellite de Jupiter et l'une des plus grosses lunes du système solaire. Mais le plus intéressant au sujet de ce monde, c'est qu'il pourrait abriter la vie. Les astronomes se sont penchés avec intérêt sur Europe à la recherche de formes de vie. Cette lune possède en effet un immense océan d'eau salée d'une profondeur de 65 à 160 km. Il est certes caché sous une couche de glace d'une épaisseur estimée entre 16 et 32 km. Mais cette lune n'en demeure pas moins potentiellement habitable. Les astronomes nous disent que des panaches d'eau jaillissent des fissures dans la couche de glace et projettent le contenu de cet océan dans l'espace. Bien sûr, il ne sera pas facile d'aller chercher des traces de vie dans de telles profondeurs, mais les scientifiques disposent déjà d'éléments indiquant qu'il existe des bassins beaucoup moins profonds, situés plus près de la surface. Ils pourraient même se trouver à moins d'1 kilomètre sous la glace. Ceci présente deux avantages. D'abord, la probabilité qu'il y ait de la vie sur Europe est accrue. Deuxièmement, si c'est vrai, cela facilitera le travail des futures missions dans leur recherche de formes de vie. Il est intéressant de noter que la découverte récente de ces bassins peu profonds est le fruit d'un pur hasard. Le scientifique qui dirige les recherches, Riley Kullberg, a assisté à une présentation faite par l'un de ses collègues spécialistes des planètes. Il y montrait une photo de double crête sur la surface d'Europe. Kullberg s'est alors souvenu qu'il avait vu des crêtes similaires sur Terre. De telles formations sont rares sur notre planète, mais elles sont très nombreuses sur Europe. Des travaux ultérieurs ont suggéré que les crêtes de cette lune pourraient résulter d'un cycle bien précis, similaire à celui de la Terre. Lors de ce cycle, l'eau liquide gèle puis dégèle à l'intérieur d'une couche de glace, un environnement soumis à une pression très élevée. La calotte glaciaire se déplace alors vers le haut de manière répétée, créant une structure à deux pics. C'est du moins ce qui se passe sur Terre. Si les choses sont similaires sur Europe, cela prouverait la présence d'eau peu profonde sur le satellite. Bien sûr, la température, la pression et la composition chimique sont différentes sur Europe. Et on n'en sait pas encore beaucoup sur la nature de cette glace. Les scientifiques ne savent donc pas quelle est la profondeur ou la taille des poches d'eau, ni combien de temps il leur faut pour geler. Mais ce qui est plus ou moins clair, c'est que l'environnement sous toute cette glace est protégé des radiations de Jupiter qui frappent la surface du satellite. Ce qui, bien entendu, augmente les chances d'existence de la vie sur Europe. Nous avons évoqué le fait que l'océan d'Europe pourrait être salé. La couleur rouge des traces visibles à sa surface pourrait être due à leur composition chimique. Il s'agit probablement d'un mélange gelé d'eau et de sel. C'est assez inhabituel. Une telle composition ne correspond à aucune substance connue ici, sur Terre. Quant aux taches jaunes à la surface d'Europe, il pourrait s'agir de chlorure de sodium. Tu connais cette substance sous le nom de sel de table. Des scientifiques ont essayé de recréer les conditions qui règnent sur Europe en laboratoire. Ils ont découvert qu'en combinant de l'eau, du sel de table, des températures glaciales et une pression élevée, ils pouvaient obtenir un nouveau type de cristal solide. Cette substance pourrait exister à la fois au fond de l'océan d'Europe et à sa surface. En dehors de ces quelques faits, les chercheurs ne savent pas grand-chose. Ils espèrent obtenir davantage d'informations d'ici à 2030. À cette date, la mission Europa Clipper, lancée par la NASA, atteindra probablement Europe. Cette mission effectuera plusieurs survols rapprochés et tentera de déterminer si une quelconque forme de vie peut y exister. La mission JUICE, ou Jupiter Icy Moons Explorer, de l'Agence spatiale européenne, se rendra également sur Europe dans les prochaines années. Mais Europe n'est pas le seul endroit du système solaire susceptible d'abriter la vie. En 2003, Mars Express, une sonde lancée par l'Agence spatiale européenne, a découvert du méthane dans l'atmosphère de Mars. Sur notre planète, la majeure partie de ce gaz est produite par des créatures vivantes, par exemple par le bétail lorsqu'il digère ses aliments. Mais les scientifiques pensent que le méthane est resté stable dans l'atmosphère martienne pendant environ 300 ans. En 2006, il a presque entièrement disparu de la planète rouge. Et cela s'est produit 600 fois plus vite que ne le prévoyaient les modèles des chercheurs.
La question est donc de savoir ce qui a généré ce gaz et où il est parti. Un autre mystère martien concerne les microbes qui pourraient dormir sous la surface. Ils pourraient avoir été protégés des radiations pendant des millions d'années. Des scientifiques ont simulé les conditions martiennes en laboratoire pour vérifier si c'était possible. Et ils ont eu la surprise de constater que des bactéries pouvaient facilement survivre dans de telles conditions pendant 280 millions d'années. Cela signifie que si la vie a existé sur Mars, nous pourrions en trouver la preuve dans ses profondeurs en forant le sol de la planète. À l'heure actuelle, l'eau ne coule pas sur Mars et les cellules et les spores se dessécheraient tout simplement. De plus, la température de la surface est similaire à celle de la glace sèche. En d'autres termes, la planète est profondément gelée. Pourtant, il pourrait exister 6 types de bactéries et de champignons sous le sol de Mars. La plus probable d'entre elles est surnommée bactérie Conan, car elle est très résistante. L'avenir nous en dira plus. Passons maintenant à Vénus. En 2020, des scientifiques ont annoncé que dans l'atmosphère toxique de Vénus, quelque chose semblait indiquer la présence de la vie. Hélas, les scientifiques ne disposaient d'aucune preuve, car ils n'avaient pas la possibilité de collecter des spécimens de microbes ni de prendre des photos. Mais ils ont affirmé avoir découvert une substance chimique appelée phosphine, et ce fut un événement important. Si ce n'était pas un élément encore inconnu qui produisait ce gaz, il pouvait s'agir d'une forme de vie microbienne. La phosphine est composée de 3 atomes d'hydrogène et d'un atome de phosphore. Ce gaz est toxique pour toute forme de vie dépendant de l'oxygène, par exemple pour l'homme. Sur notre planète, la phosphine se trouve dans des endroits où il n'y a pas ou peu d'oxygène, comme dans les marécages. Ce gaz est produit par des mélanges de bactéries. Il peut également être produit de manière industrielle. Mais il ne devrait pas y avoir de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Ce gaz a besoin d'une pression et de température bien précises, ainsi que d'immenses quantités d'hydrogène. Il ne serait pas étonnant d'en trouver sur Saturne ou Jupiter, les fameuses géantes gazeuses. Mais sur Vénus, c'est très inattendu. Il est impossible que la phosphine soit produite naturellement sur cette planète. De minuscules quantités peuvent être créées lors d'éruptions volcaniques, d'orages ou lorsque des minéraux sont projetés ou que des météorites pénètrent dans l'atmosphère. Mais les scientifiques ont cru en avoir observé des quantités très importantes. Cela aurait dû éveiller leurs soupçons, mais ils étaient trop heureux de leur découverte. Selon eux, cela pouvait donc signifier qu'il y avait de la vie sur Vénus. Mais même si ce gaz a été créé par des organismes, une question demeure. Comment ont-ils survécu sur cette planète ? Sur la nôtre, certains microbes peuvent vivre dans des environnements dont l'acidité atteint 5%, mais pas plus. Or, sur Vénus, les nuages sont presque entièrement constitués d'acide, avec plus de 90% d'acide sulfurique. L'atmosphère de cette planète est également 50 fois plus sèche que l'endroit le plus sec de notre planète. En 2022, grâce à des télescopes à très haute résolution, on a pu déterminer qu'il n'y avait pas de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Et s'il y en avait, ce n'était qu'une très petite quantité. Nous devons donc continuer à chercher des traces de vie dans des régions encore plus éloignées. Alerte aux ouragans! Tout le monde se cache. La vitesse du vent dehors est de plus de 120 km/h. Cela semble beaucoup, mais voici une tempête qui se déplace à 645 km/h. Attends, de telles vitesses sont possibles? Eh oui, mais pour assister à une tempête aussi puissante, tu devras te rendre jusqu'à Jupiter. Alors que le voyage commence. La planète est énorme. Près de 1300 terres pourraient tenir à l'intérieur de cette géante. Elle est aussi incroyablement chaude, les températures atteignant environ 23 800 degrés Celsius au cœur de la planète. Malheureusement, tu ne peux pas atterrir à la surface de Jupiter, car étant une géante gazeuse, elle n'a pas de surface solide. Mais tu peux aller plus loin dans l'atmosphère de Jupiter. Regarde ces épais nuages bruns, jaunes, rouges et blancs qui glissent tout autour. Ce sont eux qui donnent à la planète son aspect coloré et un peu strié. Si tu continues à descendre vers le centre de la planète, tu verras son atmosphère, principalement composée d'hydrogène et d'hélium gazeux, se liquéfier. Cela se produit en raison de l'immense pression atmosphérique. Le noyau de la planète lui-même est un objet mystérieux. Les scientifiques n'ont toujours pas compris s'il s'agit d'une boule d'un épais liquide en fusion ou d'une roche solide dont la masse serait 14 à 18 fois supérieure à celle de la Terre. De toute façon, l'exploration de Jupiter n'est pas le but principal de ton voyage. Et non, tu t'es rendu ici pour voir la grande tache rouge.
C'est une énorme tempête qui fait rage dans l'hémisphère sud de la géante gazeuse. Ses plus hautes strates s'élèvent à plus de 8 km au-dessus du sommet des nuages environnants. La tempête elle-même est 1,3 fois plus grande que notre planète. En 2017, la sonde spatiale Juno de la NASA a réussi à collecter de nombreuses données sur la tache rouge. Et il s'est avéré que cette tempête monstrueuse descendait à plus de 320 km dans l'atmosphère de la planète. C'est 30 à 100 fois plus profond que n'importe quel océan sur Terre. Mais ces mesures sont probablement imprécises, et les véritables racines de la tempête pourraient être encore plus étendues. La grande tache rouge est plus froide que le reste de l'atmosphère. Et n'oublie pas que les températures de Jupiter sont de moins 148 degrés Celsius au sommet des nuages. En revanche, plus on se rapproche du noyau, plus il fait chaud. Mystérieusement, les températures les plus élevées jamais enregistrées sur la géante gazeuse se sont produites dans l'atmosphère juste au-dessus de la grande tache rouge. Là, la chaleur a atteint 1300 degrés Celsius. Cette température est plus élevée que celle de la lave sur notre planète. Les astronomes pensent que les turbulences causées par la tempête seraient capables de produire des ondes gravitationnelles et sonores qui pourraient être responsables de cette surchauffe. Mais la tempête elle-même est plus chaude en bas qu'en haut. Cela fait plus de 150 ans que les gens observent le vortex en mouvement sur Jupiter. Il y a quelque temps, les astronomes ont prédit qu'il allait progressivement ralentir et devenir plus petit, voire disparaître complètement. Mais cela ne s'est pas avéré être le cas. Après avoir analysé toutes les données recueillies à l'aide du télescope spatial Hubble, les chercheurs ont été déconcertés de découvrir que les vents, aux confins extérieurs de la tempête, avaient en fait pris de la vitesse. La variation de la vitesse du vent n'est pas supérieure à 2,5 km/h au cours d'une année terrestre. C'est un changement infime. Mais aussi petite que soit cette différence, elle est tout de même significative. La vitesse du vent au bord de la tempête peut atteindre une vitesse ahurissante de 650 km/h. C'est plus rapide que les tornades de la Terre. En même temps, si tu te trouvais au centre de la grande tache rouge, tu ne serais pas si impressionné. Les vents s'y déplacent beaucoup plus lentement. Les scientifiques ont dû relever de nombreux défis lorsqu'ils ont essayé de résoudre le mystère qu'est la grande tache rouge. On ne sait pas très bien ce qui alimente la tempête. Cela peut-il être dû à la nature de sa planète d'origine ? Comme il s'agit d'une géante gazeuse, Jupiter n'a pas de sol solide, il n'y a donc pas de friction, ce qui pourrait être la seule chose capable d'atténuer la tempête. Les gaz chauds de l'atmosphère de la planète sont toujours en mouvement. Ils montent, descendent, tourbillonnent, tout comme sur notre planète où l'air plus frais et plus chaud se mélangent et se fondent l'un dans l'autre, formant des tempêtes gigantesques qui tournent sur elles-mêmes. Les astronomes pensent qu'autrefois, plusieurs immenses tempêtes ont pu se réunir et créer la grande tache rouge. Et maintenant, elles continuent de tourner en attirant constamment des gaz froids des profondeurs et des gaz chauds en altitude. De plus, la tempête pourrait absorber d'autres cyclones plus petits. Cela rend la grande tache rouge encore plus puissante. Malheureusement, les épais nuages sur Jupiter ne permettent pas aux astronomes de voir ce qui se passe dans la basse atmosphère de la planète. Les scientifiques spéculent depuis des décennies sur ce qui pourrait se cacher sous la grande tache rouge. S'agit-il d'un volcan massif ? Peu probable. Jupiter est principalement composée de gaz, et elle n'a pas de croûte qui pourrait se fissurer, laissant la lave s'échapper de l'intérieur de la planète. Il existe également quelques théories expliquant pourquoi la tempête possède cette couleur caractéristique. Elle varie du blanc et du rose pâle à l'orange vif, en passant par un rouge brique. Certains scientifiques pensent que la réponse se trouve profondément sous la grande tache rouge, plus près de la surface de la planète. Une couche de gaz incolore pourrait réagir au rayonnement UV provenant du Soleil. C'est probablement ce qui donne à la tempête sa couleur rouge. Mais pour l'instant, ce n'est encore qu'une théorie. Et maintenant, tu en sais à peu près autant que nous. Jupiter n'est pas la seule planète qui peut se targuer de sa tempête géante. Une autre, aussi vaste que notre planète natale, fait rage sur Saturne. On l'appelle la Grande Tache Blanche. C'est pratique pour les différencier. La tempête a une traîne de nuages blancs qui encerclent toute la planète, et elle se produit tous les 30 ans environ. Cette tempête démarre effectivement comme une tache, mais ensuite elle commence à s'étirer et à s'étendre. Les astronomes ont découvert que la Grande Tache Blanche était en fait un énorme système d'orage. Et au sommet de la tempête, les éclairs peuvent jaillir plus de 10 fois par seconde. Mais le principal mystère concernant la Grande Tache Blanche est de savoir d'où elle tire son énergie.
Certains scientifiques pensent qu'elle pourrait être alimentée par le Soleil, d'autres affirment que la configuration des nuages de la tempête n'a de sens que s'il existe une source interne de chaleur qui puisse alimenter les vents. Quoi qu'il en soit, les violentes tempêtes sur différentes planètes du système solaire ne sont pas le seul mystère spatial qui rende les astronomes perplexes. Passons à Pluton, la plus grande planète naine connue du système solaire, et explorons son atmosphère. Elle s'élève très haut au-dessus de la surface de la planète et comporte plus de 20 couches, toutes glaciales et extrêmement condensées. Par ailleurs, notre Lune a aussi une sorte d'atmosphère. Appelée exosphère, elle est composée d'hélium, de néon et d'argon. Elle est 10 000 milliards de fois moins dense que l'atmosphère de la Terre. En voyageant dans l'espace, fais attention aux trous noirs. Un trou noir est un endroit où la gravité est si forte que même la lumière ne peut pas en sortir. Mais les trous noirs peuvent parfois se comporter comme des volcans galactiques supermassifs. De temps en temps, ils s'enflamment, mais au lieu de cracher de la lave, ils produisent d'énormes quantités d'énergie. Et ce phénomène laisse des trous béants dans la matière et le gaz environnant. Il y a peu de temps, les scientifiques ont découvert l'un des plus grands cratères de l'univers. Les radiotélescopes et autres télescopes à rayons X ont détecté un trou noir supermassif qui a piqué une crise il y a de très nombreuses années. Cela s'est produit dans un amas de galaxies situé à environ 390 millions d'années-lumière de la Terre. Le cratère que cet événement a laissé derrière lui pourrait contenir 15 galaxies semblables à la Voie lactée. Oui, même moi ça me dépasse un peu. Pendant ton voyage à travers l'espace, réfléchis bien avant d'atterrir sur des planètes inconnues. Sinon, tu risques de te retrouver dans un endroit comme K2 141b. C'est une planète située en dehors de notre système solaire. À première vue, elle n'est pas si différente de la Terre. Elle possède des océans liquides qui s'évaporent, forment des nuages, se condensent et reviennent à la surface sous forme de pluie. Mais au lieu d'eau, il pleut des pierres. La surface de cette exoplanète est recouverte de mers de lave profondes de plusieurs dizaines de kilomètres. Les températures sur K2 141b atteignent... Que se passerait-il si notre planète se divisait en deux parties distinctes, l'une entièrement constituée de terre et l'autre d'eau? Pourrions-nous survivre à l'une d'entre elles? Et comment? Eh bien, aujourd'hui, tu as de la chance car je vais répondre à cette brûlante question. Alors, imaginons que notre Terre s'est divisée en deux planètes et qu'elles partagent la même orbite. Appelons ces planètes hypothétiques le rocher et le globe d'eau. Je sais, pas très original. Bref, commençons par le rocher, car il est beaucoup plus facile de l'imaginer. Il suffit de se demander, que se passerait-il si tous les océans de la Terre s'asséchaient soudainement? Nous savons qu'il n'y a pas de vie sans eau. Elle couvre 70% de la surface de notre planète. Il y a tellement d'eau que même si tous les océans et les mers disparaissaient, il en resterait encore, dans les nappes souterraines, les rivières, etc. Mais malheureusement, ce ne serait pas suffisant pour que nous puissions survivre. Toutes les créatures marines disparaîtraient. Après un certain temps, tous les autres animaux, les plantes et aussi bien sûr les humains, subiraient le même sort. Les forêts complètement asséchées s'enflammeraient tôt ou tard et brûleraient jusqu'à ce que tout ne soit plus que cendres. Mais bon, ce ne serait peut-être pas si grave. La vie pourrait toujours exister, sous une certaine forme. Certaines bactéries sont encore plus résistantes que les cafards. Elles sont capables de survivre dans les conditions les plus défavorables. Par exemple, les extrémophiles sont déjà en mesure de vivre sans eau. Ces petits gars peuvent survivre dans un environnement incroyablement chaud ou acide, sans eau ni lumière du soleil. Sans eux, notre rocher deviendrait une planète vide et sans vie. Mais qui sait, peut-être qu'un jour les extrémophiles évolueront vers des formes hyper cool qui pourront survivre dans n'importe quel environnement. Mais pour l'instant, notre rocher est juste un rocher flottant en gros. Pardon? Tu imaginais un désert aride ou une steppe brûlante? Surprise, surprise! Cette planète est en fait extrêmement froide. Tu vois, sans eau, il n'y aurait pas d'atmosphère. L'atmosphère est constituée d'une concentration de divers gaz, dont l'hydrogène et l'oxygène. Un peu d'H et un peu d'eau. Tu sais sans doute où je veux en venir, n'est-ce pas? Je le savais. En gros, pas d'eau, pas d'atmosphère. Et comme c'est l'atmosphère qui conserve toute la chaleur dont nous avons besoin, la planète serait très froide sans elle. Le contraste entre les endroits froids et moins froids deviendrait également très net. Tu vois, l'eau est essentiellement un stabilisateur de climat. Les océans absorbent presque toute la chaleur que nous envoie notre Soleil. Ils la répartissent uniformément sur la Terre et ainsi, celle-ci n'est ni trop chaude ni trop froide.
Donc, sans eau, le rocher se transformerait progressivement en un désert froid. La température moyenne sur cette planète serait d'environ moins 73 degrés Celsius. Aux deux pôles, la température serait extrêmement basse, environ moins 184 degrés Celsius. Et même dans les endroits les plus chauds, elle ne dépasserait pas les moins 6 degrés Celsius. Ces endroits chauds, ce seraient nos anciens océans. Leur profondeur desséchée serait située beaucoup plus près du noyau de la planète. Attends, j'espère que tu n'imagines pas non plus cette planète toute couverte de neige. Nous n'avons pas d'eau du tout, tu te souviens? C'est juste un rocher très froid. À ce stade, nous n'avons là qu'une version plus grande et plus brune de la Lune. La Lune est un morceau de terre sans eau, après tout. Mais qu'en est-il des volcans? Ils représentent notre dernier espoir de chaleur, n'est-ce pas? Malheureusement, l'activité volcanique diminue à cause du manque d'eau. Comme tu le sais peut-être, les volcans et leurs éruptions doivent leur origine à la collision de deux plaques tectoniques, la plaque océanique et la plaque continentale. Le poids de l'eau fait pression sur les plaques océaniques. Elles passent au-dessous des plaques continentales et forment les volcans. Donc, sans l'eau pour faire pression, pas de volcan non plus. L'activité volcanique diminue donc considérablement. Le rocher serait une planète pleine de montagnes incroyablement hautes et nombreuses. Et chaque fois que les plaques tectoniques entrent en collision, elles formeraient de nouvelles montagnes et de nouvelles fosses. Certaines d'entre elles extrêmement profondes, comme la célèbre fosse des Mariannes. Je préviendrai bien les gens à faire attention à ne pas tomber, mais comme il n'y a plus personne... De plus, la météo, c'est fini. Sans eau, il n'y a plus de neige, de glace ou de pluie. Il n'y a même plus de nuages. Le vent soufflerait probablement assez fort cependant. Voilà le destin de la planète Rocher. Pas très reluisant tout ça. Alors, allons voir comment se porte notre globe d'eau. Il y a plusieurs milliards d'années, notre Terre était en fait entièrement recouverte d'eau. Puis, il y a environ 1 milliard d'années, le niveau de la mer a baissé. La matière terrestre est apparue. Cela a changé l'atmosphère de notre planète pour toujours. Et c'est ainsi que la vie est née. Mais que se passerait-il si elle revenait à son état d'origine? Je vais vous le dire. Pour répondre à cette question, nous devons d'abord en savoir plus sur les planètes océaniques. Alors, à quoi ça ressemble au juste? Ah, désolé, j'avais oublié. Nous n'en avons aucune idée. Nous n'avons pas trouvé de planètes de ce type car elles sont incroyablement rares. Je veux dire, il y a bien une planète de la constellation Ophiuchus que l'on pourrait définir comme une planète océan, mais je ne vais pas me risquer à prononcer son nom. Cependant, elle n'a pas grand-chose à voir avec ce que tu t'imagines probablement. L'eau qui s'y trouve est très étrange, c'est du jamais vu. Les scientifiques ont appelé ça de la glace chaude ou de l'eau super liquide, et c'est absolument unique selon nos connaissances actuelles. En général, cependant, les véritables planètes océaniques sont très difficiles à trouver pour diverses raisons. Ces planètes nécessitent des températures et une pression bien spécifiques. Mais bon, hypothétiquement, à quoi ressemblerait une telle planète? Tout d'abord, bien sûr, elle ne pourrait pas être entièrement composée d'eau. J'espère que tu ne t'imaginais pas une gigantesque boule d'eau tournant autour d'une étoile. Il lui faudrait quand même un noyau, ainsi que des fondations de base. Alors, imaginons que toute l'eau de l'ancienne Terre se soit mélangée et forme désormais un immense et unique océan salé. Un véritable rêve pour les créatures marines. Mais pas pour le reste d'entre nous. Les seuls animaux qui pourraient survivre dans cette situation, à part les poissons, sont probablement les oiseaux qui peuvent nager et se nourrir de poissons. Je pense que même si le niveau des mers augmentait considérablement, il resterait au moins quelques îlots à la surface. Ces îles seraient les sommets de nos anciennes montagnes, par exemple celui du mont Everest. Donc si ces oiseaux y construisaient leur nid, ils pourraient peut-être survivre pendant un certain temps. Mais toi et moi, que deviendrions-nous? Eh bien, il nous resterait une chance en nous préparant à ce déluge énorme. Nous pourrions trouver refuge dans des sous-marins géants ou sur des bateaux gigantesques. Nous pourrions faire pousser de la nourriture à bord et pêcher dans l'océan. Mais sur les îles Everest, il serait peu probable que nous tenions longtemps. En cas d'accident, si nous n'avions nulle part où accoster, comment effectuer les réparations nécessaires? Malheureusement, nous n'aurions plus d'eau potable. Elle viendrait de l'eau de pluie ou du filtrage de l'eau de mer. Il nous faudrait donc la stocker quelque part. Et tous ces récipients prendraient énormément de place et seraient extrêmement lourds. Mais de manière générale, ce globe d'eau ne serait pas un si mauvais endroit. Il y ferait assez chaud, la température moyenne y serait d'environ 10 degrés Celsius et l'écart entre les températures les plus basses et les plus hautes serait infime.
de moins 29 degrés Celsius au pôle à 21 degrés Celsius à l'équateur. Comparé à la planète Rocher, ce n'est pas mal du tout. Le globe d'eau serait également légèrement plus grand que la Terre en termes de rayons, en raison du volume de... oui, de l'eau. Mais la densité de cette planète serait au contraire assez faible. La gravité pourrait elle aussi être un peu plus faible. Maintenant, en ce qui concerne les deux planètes, si nous les placions sur l'orbite de la Terre, après un certain temps, elles s'éloigneraient encore plus l'une de l'autre et suivraient des trajectoires différentes. Elles s'aligneraient pour ne pas entrer en collision l'une avec l'autre. Sur l'une d'elles, l'année durerait 12 mois, et sur l'autre, 10 ou 11. Et c'est à peu près tout. Un fait amusant, tout cela pourrait réellement se produire dans l'avenir. Tout d'abord, la croûte terrestre s'amincit progressivement. Moi, j'aime plutôt les croûtes fines, mais seulement sur mes pizzas. Donc un jour, l'eau pourrait vraiment inonder toute notre Terre. D'autre part, dans quelques milliards d'années, lorsque notre Soleil commencera à se dilater et à se transformer en géant rouge, tous les océans de notre planète seront totalement desséchés. Bon, on respire à fond et on se secoue. On arrête avec ce scénario. Pourquoi s'inquiéter de choses si lointaines alors que je ne sais pas où j'ai mis mon portefeuille aujourd'hui ? Voilà un problème beaucoup plus pressant.